s'est bien passé au Très bien, Oui. très bien. Je vois que c'était déjà speedy hier après-midi. Oui, parce qu'en fait, toujours pareil à la gare, le taxi, les embouteillages, et puis j'ai sauté dans le train, la porte s'est refermée, donc je suis fou. Ah oui, oui. Donc c'était un peu. Après, la très belle soirée avec Pierre. J'ai vu pour les planches du les troisième. premières planches du troisième tome, enfin non pas les premières d'ailleurs, parce qu'on en est à la 25e, tu vois, donc ça avance bien. Oui. Et voilà, et du coup ça permet, voilà, on a des super beaux retours sur le tome 2, on est très très content puisqu'il vient de sortir. Voilà, tout à fait. Le fameux tome 2 de la BD du Lit d'Aliénor, donc on est très heureux que ça démarre et qu'on continue l'aventure ensemble surtout, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc j'étais avec Pierre Lejeun hier et c'est chouette de donner vie encore une fois à, tu vois, ce livre qui m'a porté pendant 20 ans. Oui. C'est ça que je me demandais, lui. Il reçoit évidemment le livre, l'ouvrage, l'histoire, il a des contacts avec toi, mais tu as fait tes descriptions, tu as fait évoluer tes personnages, tu as vu les attitudes, les retrouver en BD, les retrouver croqués, Oui. dans des couleurs peut-être qui vont peut-être t'étonner. Comment ça se passe? Pas du tout. Alors Pas en du fait, si tu veux, parce qu'il a vraiment... il a vraiment dans la tête ce que moi j'ai dans la tête. D'accord. Je ne peux pas t'expliquer, une espèce d'osmose qui s'est fait dès le départ. Moi, quand j'ai reçu ses premiers dessins, c'est-à-dire quand il m'a contacté la première fois, il m'a envoyé un croquis en me disant voilà comment j'imagine vos personnages. Je me suis dit mais c'est eux. Oui. Et c'est pour ça que je voulais tant travailler avec lui. Mhm. Parce qu'il a vu ce que moi je voyais, il a ressenti ce que je ressentais sur ce livre, sur ces personnages-là. Et c'est ça qui m'a touchée. Et c'est pour ça que je ne voulais pas travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que je me suis dit, il a une connexion avec, soit avec moi, mon âme, mon machin, j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fera de cet album, si on y arrive, quelque chose d'unique. Tu vois, une vraie complicité absolue. Et elle ne se dément pas, cette complicité. Elle est toujours aussi forte et elle même s'enrichit au fil des albums, puisque tu vois, là, il travaille sur le tome 3, le 2 vient de sortir, le 3 sortira l'année prochaine, et son dessin est de plus en plus facile, j'ai envie de dire, tu vois, de plus en plus fluide. Ça devient évident quand moi je fais les scénars. Je n'ai aucune difficulté à scénariser, à couper les choses, tu vois, à rebidouiller pour que ça tout rentre dans les cases. Pour les dialogues me paraissent évidents, alors qu'il faut les modifier évidemment par rapport au texte initial, puisque pour la BD il faut retravailler tout. Tout ça c'est, franchement c'est magique quoi. Et je suis heureuse vraiment qu'on puisse proposer ce tome 2 au lecteur, parce que alors le seul souci, si tu veux, c'est que XO n'est pas une maison d'édition BD, et donc les lecteurs ont un peu de mal à le trouver en librairie. Il faut que les libraires le commandent, d'autant plus que le distributeur Interforum n'est plus en Belgique, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il faut surtout pas qu'ils se découragent, quoi, tu vois, et qu'ils le réclament, parce que d'autant qu'il y a... Ils peuvent aller voir des images du 1 sur le site d'XO, ils peuvent se faire une opinion. Et vraiment, les dessins sont superbes. On a été nominé pour un prix sur le tome 1. Un éditeur belge, un libraire belge, a décidé de faire un ex-libris, donc une édition, une très belle édition comme ça, tu vois, en noir et blanc, en rajoutant 10 planches qui ont été coupées, qu'on a choisi d'ignorer au départ, parce que voilà, pour des besoins éditoriaux, tu vois. Donc, et cet homme-là, visiblement, n'a traité depuis une quarantaine d'années que une trentaine de projets, tu vois, pour te donner une idée. Et il a chaque fois, et tous les projets qu'il a traités, et toutes les BD qu'il a faites en noir et blanc sont apparemment des classiques, des choses tu vois, de très grande qualité ou de renom, et qu'il est brusquement décidé, rien qu'en ouvrant le tome 1, de dire je le veux, je veux le faire. Ah oui, c'est magique. Tu vois, c'est une espèce de récompense absolue, de légitimité aussi pour nous, d'avoir ce sentiment.
effectivement... Elle date de quand, cette découverte de la vallée de Haut? Alors moi je la connais depuis longtemps, parce que je vais souvent en vacances pas très loin, tu vois, depuis des années et des années, donc je connais effectivement le Razès depuis très longtemps, mais le livre, l'histoire et tout ce qui suit est né exactement comme les autres romans, Voilà. c'est-à-dire d'un rêve récurrent qui petit à petit a pris de l'ampleur au fil des nuits, m'amenant des noms, des lieux, des dates, que je suis ensuite allée vérifier. Mais quelle bibliographie, hein? Ah bah oui, après il faut... Quelle documentation! Il n'y a que le 10e là. Il n'y a que le 10e, ça je m'en doute. Il n'y a que le 10e parce que enfin, là ce qui se trouve en fin d'ouvrage, c'est ce qui est le plus accessible aux lecteurs qui voudront en savoir davantage. Oui. Après, moi j'ai travaillé avec des archivistes, j'ai travaillé, tu vois, aux archives départementales, aux archives régionales. Enfin, donc, tout ça, ça demande d'aller sur le terrain, c'est plus compliqué. Mais oui, c'est une histoire assez troublante. Parce qu'elle m'a mené vers le thriller. Alors que mes romans étaient des vrais romans d'aventure, où il y avait beaucoup d'action, où il se passait des choses, où il y avait des morts déjà, tu vois, c'était pas non plus, c'est pas de la romance que j'écris, tu vois, ça n'a jamais été le cas. Mais là, pour le coup, on avait un vrai... là j'ai vraiment glissé sur tous les arcanes du thriller, tu vois. Prospecter, user toutes les ficelles du thriller. Et ça, c'était assez nouveau pour moi et diablement amusant. Oui, parce que dès le départ, il y a le mystère de la disparition du frère. Voilà, et donc, du promis. alors en fait, on refait l'historique. Hein. Margot de Dante est une jeune demoiselle, châtelaine depuis la mort de son père. Son frère est un templier qui est parti pour une mission en Terre Sainte, en Orient. On est en 1306, donc dans cette vallée du Razès, son château est au milieu de la vallée, si je puis dire, et tout autour d'elle, il y a 4 commanderies templières, parmi les plus importantes de la région. Et donc elle est vraiment cernée, tu vois. Et donc son frère répond de l'une d'elles, part en Orient, et presque un an après, lui envoie une lettre, lui fait parvenir une lettre en lui disant « Je t'ai trouvé un mari là-bas, c'est un homme extraordinaire, tu vas l'adorer, tu vas enfin pouvoir avoir une descendance tout en étant heureuse, choyée par cet homme. Je suis très heureux, donc fixe la date de tes épousailles à telle date, nous serons là. » Et donc Margot, très heureuse évidemment, parce qu'elle fait totale confiance à son frère, avec lequel elle a un lien très fort, prépare ses noces. Et le jour arrive et elle se retrouve seule devant l'autel. Le promis ne vient pas, le mari et le frère non plus. Et là, pour le coup, elle se dit, il y a eu du retard, il y a eu les routes de l'Orient, enfin, il faut le temps de revenir, malgré tout, de Chypre, puisqu'à l'époque, les Templiers étaient sur Chypre. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, rien n'est. Donc là, elle commence à s'inquiéter, elle se dit quand même, je vais aller prendre des nouvelles à la commanderie templière. Et là, on lui apprend que son frère s'est défroqué, qu'il ne fait plus partie de l'ordre du Temple depuis quelques jours avant son départ en Orient. Et à partir de là, le mystère commence. Ah oui. Mais enfin, bon, ce qui est génial, c'est comme tu l'as dit en débutant la conversation, c'est que tu as opté maintenant pour une écriture de thriller. Oui, avec un rythme qui est tout à fait différent, parce qu'encore une fois, il y a le suspense que tu mènes, et on va retourner un petit peu du temps au nom de la rose, où on va revisiter ces... C'est un petit peu ça, voilà. Tu sais, c'est un livre qui m'avait très marquant, très marqué quand j'avais une quinzaine d'années, et que j'avais lu, relu, relu, puis en me disant, non, c'est pas pour moi, c'est pas mon... Et puis finalement, certaines scènes qui se passent dans un prieuré, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un petit côté le nom de la rose là-dedans, sans avoir la prétention, n'est-ce pas, d'égaler le grand maître, mais c'était vraiment intéressant de... Le choix de la saison. On est en pays, au mois de février, je pense, on est en hiver. Oui, on est dans un des hivers les plus froids
de l'histoire de la météo française. C'est voulu? Ah, j'ai pas choisi. T'as Comme pas je te dis, choisi. j'ai vu ces images-là, D'accord. j'ai travaillé à partir des images qui arrivaient. Donc je suis allée vérifier aussi, évidemment, au niveau du climat, puisque je voyais des rivières gelées. Donc je me suis dit, tiens, bon, c'est un peu bizarre, quelle année, est-ce que c'est arrivé en cette période-là que... Et effectivement, j'ai trouvé la date, j'ai dit oui, 1306, effectivement, toutes les rivières de France ont été gelées et l'hiver a été très, très, très rigoureux. Il y a eu 2 périodes hivernales extrêmement violentes qui ont été catastrophiques après d'ailleurs pour plein de choses. Parle-nous un peu de la vie d'une commanderie. Alors la vie d'une commanderie, tu sais, c'est... Alors, il faut savoir qu'il y a eu 2 vies dans les commanderies. Il y a eu la vie au moment où les Templiers étaient, j'allais dire, dans leur toute puissance, c'est-à-dire 50, 60, 80 ans avant, 100 ans avant, parce que les commanderies étaient chargées de ramener de l'argent. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la commanderie, c'était jamais qu'une immense ferme qui gérait tout un tas de domaines, qui gérait des moulins, qui gérait des forêts, qui gérait des champs, des pâturages. Et tout ça, ça rapportait de l'argent. Du coup, le commandeur récupérait cet argent, l'envoyait en Terre Sainte et ça finançait les croisades. Les croisades et le travail de ces moines soldats pour protéger la route des pèlerins. Donc pendant des années, voire un ou 2 siècles, ça a été ça. Une croissance de plus en plus grande, ils recevaient des dons, des legs, de plus en plus de terres, de plus en plus de lieux qu'ils développaient de manière à avoir de plus en plus de moyens pour financer tout ça. Et puis, ils ont perdu une bataille, ils ont perdu plusieurs trucs, ils ont perdu Jérusalem, ils ont perdu Saint-Jean d'Acre, ils ont perdu petit à petit leur place forte. Il y a eu une bataille décisive qui a décimé la moitié des Templiers, pour ne pas dire un plus. Et à partir de là, ils n'ont plus pu tenir leur place forte. Ce qui fait que l'argent des commanderies, il y en avait un certain nombre dans toute l'Europe, hein, c'est pas que en France, hein, il y avait beaucoup de commanderies partout. L'argent qui continuait d'affluer est progressivement devenu en trop. Tu vois, il y avait un afflux permanent, parce que les richesses grossissaient, les dons, les legs grossissaient, et ça ramenait toujours plus de... Au point qu'à un moment donné, tout cet argent qu'ils n'utilisaient plus a servi à financer les États qui manquaient de sous, y compris celui du pape. Donc ils sont devenus les usuriers des rois et les usuriers des papes, à hauteur de... je sais pas, on pourrait parler presque de la Banque mondiale aujourd'hui. Ça représentait des fortunes colossales. Je crois que certains historiens ont estimé la valeur du trésor du temple au moment de leur capture, trésor qu'on n'a jamais retrouvé, hein, on y reviendra, mais au moment de leur capture, ça devait se chiffrer à plusieurs milliards d'euros. Tu vois, donc c'est colossal. Il n'y avait pas en Europe de puissance égalée, ni politique, ni financière. Tu vois, donc c'était un organisme d'une... Voilà. Évidemment, tu as des dettes quelque part, quel est le meilleur moyen de les effacer? Tu décides que tu ne payes pas, sauf que tu ne peux pas ne pas payer les Templiers, puisque quand même, après tout, même s'ils pratiquaient des taux d'usure très bas, à un moment donné, ils ont leur dû. Donc le meilleur moyen pour récupérer la mise, plus les gros intérêts, c'est de discréditer l'ordre et de faire même bas sur le trésor. C'est ce qu'a fait Philippe le Bel. Philippe le Bel, à un moment donné, les caisses de France étaient vides, les Templiers n'ont pas accepté qu'ils s'immiscent de trop dans l'ordre, et clairement, si tu veux, il a fait arrêter les Templiers en masse dans le but, très avoué, de faire même bas sur le trésor. Sauf que, va-t-en savoir comment ou pourquoi, il n'a trouvé que des caisses vides, et même les archives, les comptes, si tu veux, des commanderies avaient disparu. À partir de là, naît la légende. Où est passé le trésor? Voilà.
Voilà. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir quand je t'écoute, mais surtout quand je démarre la lecture de ton ouvrage, c'est de prendre maintenant l'outil extraordinaire qui est Google Oui, bien sûr. pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, voir où ça se passe, Oui. à flanc de colline ou au creux de la vallée, Oui, et tout ça. Les différentes commanderies, on peut comprendre quand on voit la configuration du terrain qu'il y en ait tant. Oui, tout à fait. Mais bon, elles doivent vivre comment, par elles-mêmes. Ah ben, elles vivaient par elles-mêmes, elles étaient totalement autonomes, et c'est Mhm. pour ça qu'elles pouvaient ramener de l'argent. Voilà. Elles faisaient travailler les paysans, elles faisaient travailler... il y avait effectivement les chevaliers du temple. Alors au départ, si tu veux, les commanderies, elles servaient aussi à former les soldats, D'accord. d'accord, et elles envoyaient les soldats... et puis petit à Mais les petit... soldats étaient recrutés localement ou bien comment En ça fait, les pouvait se soldats, passer? c'est des gens qui, du jour au lendemain, se donnaient à l'ordre du C'est temple. ça. Et en même temps qu'ils se donnaient, ils donnaient une partie de leur patrimoine. Voilà, Donc effectivement. ça enrichissait un Quand peu on plus. rentrait au couvent. Alors soit parce qu'ils soit parce qu'ils avaient des choses à se reprocher et qu'ils voulaient du coup faire amende honorable et se D'accord. racheter une conscience et tu vois la Mhm. bénédiction divine, soit parce que ils n'avaient plus de but et qu'aller protéger les pèlerins, aller là-bas, se rapprocher de Jérusalem, c'était une mission tu vois en soi. Mhm. Et donc il y a eu de plus en plus. Mais puis il est arrivé ce moment où on n'avait plus besoin de soldats puisque au final tout était perdu. Les croisades, c'était un petit peu effiloché, les rois ne voulaient plus y aller. Enfin, il y avait tout un... Il y avait une espèce d'essoufflement et la perte des États latins d'Orient a mis fin véritablement, si tu veux, à tout ça, quoi. Ce qui m'a étonné aussi, c'était un grand gruyère, ce terrain-là. Il y a des Oui, galeries alors, partout. oui, c'est vrai que... Naturel ou bien ça a été fabriqué? Non, non. Alors, il y en a une grande partie qui sont des galeries naturelles, et certaines ont été utilisées et travaillées de manière à servir de passage au moment de la croisade contre les Albigeois, Mhm. pour que les cathares puissent se cacher, faire venir les évêques, et protéger les évêques et autres. Donc ça a servi doublement en fait, au moment de la Alors, guerre. j'aborde maintenant quelque chose un peu plus Parce que nous confidentiel. sommes en terre cathare, faut pas oublier. Il y a 4 commanderies templières autour Voilà. du truc, mais le château de Margot de Dante à la base, donc de mon héroïne, était un château cathare, était un fief cathare. Et partout autour, on était en terre cathare. Alors, comment une sage dame, enfin non, une dame noble, peut-elle être trompée par un époux, comme on l'est, nous aussi trompés par un personnage plus que redoutable? Ah ben Parce les qu'on pas... vit en vase clos, pour ainsi dire, et ne pas s'apercevoir que la personne avec qui on vit a une double vie, entre guillemets. Elle ne peut pas le savoir puisqu'elle ne le connaît pas. Elle ne l'a jamais rencontré. Non, moi je parle des beaux-parents, ce qui pourrait être les beaux-parents, Ah, cela. ce couple-là. Parce que c'est un personnage. Alors Hein. oui et non, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il faut aller sur place, il faut comprendre comment est située cette vallée. Tu as la vallée effectivement où se trouve le château de Dante, et puis tu as la vallée qui est fermée par des gorges de part et d'autre. Et ces gorges, si tu veux, aujourd'hui il y a une route qui permet. À l'époque, il n'y avait qu'un sentier qui remontait le long des gorges, qui redescendait. C'était un sentier extrêmement dangereux à flanc de colline. Et l'Aude est un fleuve, mais c'est un fleuve torrent. Tu vois, donc c'était totalement infranchissable. Et dès les premiers froids, tu étais coupé du reste du monde. Et tu vivais chacun dans sa vallée. Il n'y avait pas forcément d'interaction. Alors oui, on se connaissait plus ou moins, mais il n'y avait pas forcément d'interaction. Et Margot de Dante est assez jeune. Tu vois, elle a 17 ans. Elle est pas, c'est pas, son père était un érudit que tout le monde venait consulter. Mais par contre, elle n'a pas forcément... Et la manière dont elle découvre ces gens-là, donc de la vallée à côté, elle les découvre dans une période où elle est en quête de réponses et où elle va en se présentant comme la future épouse de leur fils. Et là, elle découvre que, en fait, ils ne le connaissent pas et que lui, visiblement, il n'existe pas. Elle repart de là complètement secouée, elle est restée quelques heures et tout ce en quoi elle croyait jusque-là, son frère a disparu et l'homme qui lui présente comme son futur époux et qui normalement est né dans ce château, les châtelains ne le connaissent pas. Donc elle est complètement tourneboulée. Faut trouver ce genre d'astuce. Hein.
Ça, c'est une pirouette extraordinaire que tu as créée dès le départ. Là. Je me suis un peu amusée. Oui, oui, d'accord. Quand tu parles un petit peu de cette vallée de l'eau, donc on est au sud de Carcassonne. On est au sud de Carcassonne. Voilà. Le personnage de la jeune dame en question, tu dis, le père était un érudit. Oui. Parle-nous un peu de cette bibliothèque. Comment l'a-t-il constituée? En fait, si tu veux, est-ce qu'elle existe en réalité? Alors, certaines bibliothèques de ce genre existaient. Donc, je me suis servi de cela pour la créer, évidemment, de ce que je savais dessus. Elles existaient, il y en avait très peu. Hein. Elles existaient, mais il y en avait très peu. Chez, comme toujours, hein, chez des amoureux de la littérature, de la philosophie. On avait commencé avec les croisades à ramener les écrits, tu vois, d'Averroès, tout ça. Certains étaient utilisés, la Vicenne, enfin tout ça. C'était utilisé en faculté de médecine, enfin dans les universités, on les étudiait. Grâce au nombre de plus en plus important de copistes. Parce que les monastères avaient fleuri un petit peu partout, les copistes étaient chargés. Donc il y avait cette matière. Cet homme, il a consacré sa vie, en tout cas moi j'ai voulu qu'il ait consacré une partie de ses revenus pour faire copier ces textes-là et les acheter. Ce qui était effectivement assez rare à l'époque. Mais, comme je te dis, il y avait quelques érudits de cet acabit, comme toujours, hein, des gens qui préféraient le savoir à l'épée, des gens qui préféraient mettre le nez dans... Et puis ça constituait de véritables trésors. On venait le consulter un petit peu de partout parce qu'il avait ces connaissances-là et il les a transmises à Margot. Parce que justement le fils, lui, avait une autre vocation, donc un petit peu il s'est tourné vers la Alors fille. il avait aussi, évidemment, il a eu accès à cette bibliothèque, il avait cette connaissance-là, mais à un moment donné, il est parti et il s'est donné à l'ordre du temps. Il n'y a pas grand monde dans ce château. Hein. Non, mais tu sais, ce sont des petits... Il faut aller sur place pour comprendre. Ce sont tu vois, ce sont ce qu'on appelait les baronnies, tu vois, des petites baronnies où tu avais, grosso modo, une tour avec quelques trucs autour, le village au pied qui protégeait, et c'était tout. Donc il y avait très peu de monde, très peu de serviteurs aussi. Et, quand tu vivais tout seul dans un petit château, tu n'avais pas besoin d'avoir... Tu vois, tout était proportionné aussi à la taille de la baronnie. Tu n'as pas eu d'état d'âme lorsque tu faisais mourir quelqu'un que nous avions pris à cœur. Je prends par exemple un petit peu, bon, il y avait la gouvernante, il y avait l'époux de la gouvernante, ils sont trucidés en un temps, 3 mouvements, alors qu'on s'attacha à ces gens-là qui étaient importants dans le récit. Oui, mais en même temps, c'est dur, hein. Je me suis pas... je t'avoue qu'honnêtement parlant, c'est arrivé d'un coup, j'ai découvert en même temps que vous, les émotions sont arrivées pareil. J'ai été très touchée, je m'en suis voulu profondément, mais j'avais pas... c'est comme si j'avais pas eu le choix, l'histoire était là, il fallait que je la raconte. Alors maintenant, on ne va pas tout leur révéler, parce que sinon ce serait dommage, parce qu'il y a beaucoup de morts dans ce livre. Il y a beaucoup de cadavres, mais... C'est digne d'un grand thriller. Hein. Oui, je pense, parce que je me suis vraiment amusée, et les premiers retours de lecteurs vont vraiment dans ce sens-là. Après, je suis une grande lectrice de thriller, hein. Tu vois, je ne lis pas volontairement, je ne lis pas de romans historiques, parce que j'ai toujours peur du plagiat inconscient, c'est stupide. J'ai tellement de respect pour mes confrères que je me dis, tu vas je sais pas, lire une phrase, tu vas lire quelque chose et tu vas le ressortir à un moment ou à un autre parce que ça va être stocké là. Et tu ne sauras même pas que tu l'as pris à quelqu'un. Et ça l'idée me révulse. Parce que je les aime et parce que je te dis, j'ai énormément de respect pour eux, donc je peux pas. Donc je lis pas. Je lis pas volontairement des romans historiques. Je lis des historiens parce que c'est mon travail de chercher, de fouiller, mais je ne veux pas aller sur les traces de mes confrères auteurs. Donc je lis beaucoup de thrillers, beaucoup de polars. Parce que j'adore ça. Et donc, je pense qu'effectivement, mon écriture, au final, elle s'en influence, évidemment. En même temps, je fais partie de la Ligue de l'Imaginaire. Tous mes copains sont des auteurs de polar ou de thriller, quasiment. Donc, Patrick Manoukian, tu connais? Bien sûr. Alors, quand tu parles de Page Coman avec lui, c'est cette coécriture qu'il a avec son ami. Je disais à Monique, dans le dernier ouvrage qu'on a lu, deux, ne prend pas à cœur tel personnage, parce que Quick... Ah d'accord, et il y en a un autre qui arrive, je dis en même temps, Quick, parce que, voilà. Moi, honnêtement parlant, au moment où je les ai... parce qu'avec ce problème...
je dis problème. Oui, avec ce problème, si tu veux, de rêve récurrent, les informations m'arrivent au compte-gouttes. Oui. Je ne sais pas ce que je vais écrire demain. Donc quand ils arrivent sous ma plume, moi je les aime à fond. Je m'y attache de la même manière que le lecteur. Et quand après, il meurt, c'est lourd, tu vois, ça pèse. Et je suis déçue, troublée, peinée, exactement comme un lecteur qui découvre le fil de l'histoire. Et quand quand j'ai fini un chapitre le soir, je ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, j'en sais rien. Alors on revient, l'ouvrage est terminé, toujours question traditionnelle, moi je suis toujours très curieux. Ça arrive à la maison d'édition, est-ce qu'il y a beaucoup d'élagages? Sur celui-là, il y a eu, non, très peu. Il y a eu très très peu de choses. Ça arrive des fois que il y a toujours un retravail. Hein. Moi je suis en plus très... Une belle équipe hein, chez vous. Oui, et puis je suis perfectionniste. Moi ça fait maintenant 17 ans que je travaille avec la même personne. Et on a une vraie complicité. Donc j'ai une confiance absolue en Guénel Le Goff, que j'adore. Je fais un bisou si tu écoutes. Donc c'est vrai que c'est une vraie complicité éditoriale. Chez Ixo ça se passe comme ça, hein. C'est l'équipe éditoriale qui décide, qui lit le texte, qui me dit bah là tu vois ça manque un peu de chair, là ça manque un peu de ci, ou là il y a trop, ou pas. Voilà, c'est eux qui managent. Après ils se mettent en relation avec Guénaël, ils lui disent bah voilà tu vois il faut que tu travailles dans ce sens pour les corrections. Ça se fait physiquement ou bien par les réseaux sociaux? Non, là par le biais de, tu vois, parce qu'elle est maintenant, depuis la naissance de sa fille, elle est indépendante, et donc du coup elle travaille plus chez Ixo comme elle le faisait avant, mais elle travaille depuis chez elle. Donc elles lui disent voilà il faudrait ci, il faudrait là, à mon avis il faut ça. Bon tu vois avec Mireille, bon elle corrige dans ce sens-là, elle me fait ses notes, ses corrections, tu vois, et elle me propose, elle me dit bah voilà il faudrait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et après je valide pas, je réécris si à un moment donné je considère que du coup bah oui il faut appuyer sur la psychologie de tel personnage, très bien, ok, bah dans ce cas-là je réécris. Si à un moment donné je me suis dit oui bah effectivement là j'étais un peu fatiguée, l'écriture est moins belle. Mais pour celui-là honnêtement parlant il y a eu très très peu de touches. Une vie ou une année d'auteur, c'est quoi? Tu travailles en été, en hiver ou le matin? Tu as des heures régulières? Moi je travaille tout le temps, d'abord parce que j'écris 2 livres par an, plus la BD, et ça m'est arrivé de faire en jeunesse aussi, tu vois. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, quand j'ouvre les vannes, j'écris 10 pages par jour, et voilà. Oui, quand ça sort, ça sort. Ça sort, je suis capable d'écrire, tu vois, en général je me mets à 14h jusqu'à minuit. Mais, oui, parce que le matin, moi j'aime aller nager, je fais mon yoga, voilà, c'est ça. J'ai besoin de bouger, moi, le matin, j'ai besoin d'avoir une activité physique, et comme malheureusement mon état de santé m'oblige à être active et prendre soin de moi, je prends soin de moi. Donc c'est l'après-midi, le travail c'est l'après-midi, jusqu'à des fois tard dans la nuit aussi. Voilà. Mais j'écris, je corrige, je relis. Là, tout le travail de correction. Le travail de correction, il est important parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a d'abord la lecture chez Ixo, moi, d'abord ma première relecture à moi, ensuite la lecture chez Ixo, ensuite on travaille avec Guénaël, ensuite on refait lire à Ixo, ensuite on reprend s'il y a encore quelques petites bricoles à retravailler, je refais une lecture, ça passe entre les mains d'un préparateur qui lui va vérifier tous les détails historiques et tout ça, ensuite ça repasse entre les mains d'un correcteur, orthographique et autres, qui fait vraiment tout le fond. Après, on passe, donc chaque fois on fait une lecture, donc s'il y a encore des petites répétitions, on affine. Après, il y a encore une lecture sur ce qu'on appelle les secondes, c'est-à-dire les épreuves. Et après, il y a encore les premières, les secondes, et après, il y a le bon à tirer qu'on vérifie. Tu vois, donc il y a quand même plusieurs étapes là-dessus. Un gros travail. Hein. Il y a un gros travail. Ils font vraiment un très très beau travail. Donc... tout ça fait que le livre, moi comme je suis perfectionniste, il s'approche, je ne te dis pas qu'il s'approche à la perfection, j'ai ouvert l'autre jour, j'ai fait comment j'ai pu laisser passer ça? Tu tombes toujours sur une répétition et tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas vu celle-là? Bon, ça arrive, c'est comme ça, on le sait, donc il ne faudrait pas relire, il ne faudrait jamais relire. Toujours est-il que, voilà. Ça c'est le travail du livre, d'accord? Donc j'en ai 2 par an, tu vois. Après, je fais des salons du livre. Je fais des signatures. Il faut placer tout ça. Il faut placer tout ça. Oui, il faut placer, oui. Donc je vais à la rencontre du public, moins qu'avant, je te l'avoue. J'ai 59 ans cette année, j'en fais un peu moins. Avant j'en faisais 40 par an, maintenant j'en fais une quinzaine. Voilà, ce qui est déjà pas mal.
Je vais à la rencontre des gens, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de... Pas seulement du retour des lecteurs, j'ai besoin vraiment du contact avec... Mais tu sais, tu es la bienvenue en Belgique, souviens-toi, il y a Catherine au quai. T'inquiète pas. Il y a Catherine qui t'attend. Alors j'ai Iris Noir aussi qui veut... Et Iris Noir qui aussi, veulent oui. que je vienne, mais on va finir par trouver un créneau. Hein. D'accord. Et donc il y a ça. Ensuite, il y a la promotion. Tu vois, je suis ici, mais voilà. demain je suis à Paris, après-demain, voilà, donc je vais bouger beaucoup, je suis à la rencontre des gens. Il y a le service de presse, tout à fait. Qui est, voilà, où je dédicace 400 oui. livres pour les journalistes, voilà, ça c'est aussi le travail éditorial. Et puis il y a mes enfants, mes petits-enfants, mon mari. Et j'ai presque envie de dire, il y a d'abord mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, et après il y a tout le reste. Parce que malgré tout, je suis avant toute chose une maman, je suis avant toute chose une épouse et une grand-mère, hein, depuis que mes enfants m'ont fait le bonheur de me donner des petits bouts. J'en ai 8, hein, mes petits-enfants. Oui. Alors, autant te dire que mamie par-ci, mamie par-là, j'adore. Et je renie absolument pas ce rôle-là. Puis j'ai la chance d'avoir un fils qui écrit maintenant, qui me suit sur les salons, ce qui est formidable. Tu vois, donc il est amené à son deuxième roman, il s'appelle Anaël Train, comme un train, tu vois. Et le premier, c'était justement le préquel d'Aliénor, mais là, il s'est affranchi de maman, et ça y est, maintenant, il a signé un roman qui s'appelle La malédiction d'Irvine Soul, où il refait remonter les Vikings par l'estuaire, et c'est formidable. Donc, si tu veux, je trouve ça très chouette. Il y a plein de choses comme ça qui me permettent à la fois de jongler, tu vois, d'allier. Mon mari me suit sur les salons parce qu'il écrit il est dans tout ce qui est apprentissage de la lecture, il a fait des cahiers d'exercice de la méthode Bocher, il a fait tout ça, mais il écrit aussi des fables, il a écrit plusieurs romans. Donc on est tous les trois sur les salons du livre. Donc ça c'est cool. Tu vois, donc il y a au moins une partie, un de mes enfants qui est avec moi, et que je vois un peu plus souvent du coup. Mais il y a quand même les autres qui demandent aussi de l'attention. Donc il faut arriver à se démultiplier. Alors je t'avoue honnêtement parlant qu'avant je le faisais de manière... voilà, c'était d'une simplicité absolue, maintenant je fatigue un peu. Tu entends, il y a le corps qui t'appelle. C'est ça, mais c'est peut-être justement les enfants, les petits-enfants, voilà. Si ce n'est pas, tu vois, Facebook avec les lecteurs, les premiers lecteurs, avec les premiers retours du Templier de l'An qui sont excellents et où ils attendent tous la suite avec patience. Je pense bien. En tout cas, Mireille, un tout grand merci d'être venue me voir encore. Non, mais c'est avec plaisir, bien sûr. Et je reviendrai si tu m'invites encore. Oh, ben... Puisque l'année tu prochaine, connais l'adresse, tu connais l'ascenseur. Là, je ne viendrai pas pour le tome 2, mon Willy, mais par contre, je viendrai avec un immense plaisir pour le prochain roman, qui, de toute façon, est... donc là, tome 2 en octobre. Il y aura le 3e tome de la BD probablement en janvier. Et puis, j'ai écrit un roman au mois d'octobre dernier qui s'appelait Morgane des Brumes, où je revisite la légende arthurienne à ma petite sauce, à moi. Voilà. Et le 2e tome de Morgane des Brumes sort en mars de l'année prochaine, donc on va se voir. Et il n'y a pas dans le tiroir quelque chose qui ne tourne pas autour de l'histoire? Bien sûr, il y en a plein. Donc c'est le temps. C'est le temps qui me manque, mais je ne désespère pas de trouver d'une manière ou d'une autre, mais je ne le sortirai pas sous mon nom. J'allais le dire, mais pas sous le nom de... Non, voilà. Je prendrai un pseudo, pour une simple raison, c'est que, tu sais, je l'ai vu, j'avais écrit La Rivière des âmes il y a quelques années, qui n'est pas historique, qui était rattaché à mes romans, mais qui n'est pas historique. Et c'est vrai que, non pas, ça a très bien fonctionné, hein, mais... les lecteurs, ils sont moins allés malgré tout, tu vois, parce que je sortais de mon cadre. Voilà. Et on a l'habitude en France, en tout cas, je ne sais pas si en Belgique, mais en tout cas en France, bon, tu es dans une case, il faut y rester. Et ça, c'est un petit peu dommage, donc je pense que si vraiment je veux m'amuser à un moment donné, parce que les idées, j'en ai, voilà, c'est pas ce qui manque. Hein. Moi, je vois l'exemple, c'est avec notre ami Patrick, Patrick Panucca. Oui, Patrick, il est extraordinaire. Mais Patrick, il me fait rire, parce qu'alors en plus, lui, il pousse, il est très joueur, il est très taquin, et il pousse le vice, si tu veux, comme il a plein de pseudos, des fois il s'amuse, et il se fait des bandeaux sous ses livres, tu as remarqué, sous le nom d'un de ses pseudos, en disant c'est un livre formidable, signé Yann Manouk. Par Page Coman, quoi. Oui.
Et je trouve ça, parce que c'est de l'autodérision, le connaissant Oui, c'est vraiment oui, de oui. l'autodérision, il se prend vraiment pas au sérieux Patrick. Et ça c'est formidable parce qu'il a cette facette-là. Mais bon, voilà, je n'ai peut-être pas son énergie parce que je n'y arrive pas. Tu es plus jeune, donc tu as encore de l'espoir de le rattraper. Hein. Oui, mais tu sais, c'est vrai que Il a commencé tard, lui. Hein. il a commencé tard. Mais malheureusement, je n'ai peut-être pas, comme on dit, le poids des ans, mais j'ai le poids De la carrière passée. Quoi. non, de ce que Non. de mes problèmes de santé. Tu Il vois, faut assumer. j'ai frôlé la mort 5 fois avec des maladies, des pathologies lourdes. Je m'en suis tirée, parce qu'en plus j'ai mes petites potions magiques, héritées de ma maman, entre autres. Ce qu'on appelait autrefois des remèdes de bonne femme, qui m'ont aidé à me reconstruire, voilà, à reprendre le contrôle de mon corps. Mais malgré tout, je m'aperçois que bah, oui, ça a laissé des traces. Et ces traces-là, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, elles te rattrapent. Alors, elles se voient peut-être pas, mais elles sont là. Et je sais maintenant accepter mes limites. C'est pour ça que je te dis, je fais de la méditation, je fais beaucoup de choses. J'ai repris des choses que je ne faisais plus depuis quelques années. Vive l'année Covid, j'ai presque envie de dire, parce que du coup, bah, Oui. l'isolement m'a permis de me ressourcer, de me recentrer sur moi-même, aussi de m'apercevoir qu'il y avait des choses qu'il ne fallait plus que je fasse. Et clairement, je prends en compte les priorités. Et je vais te dire aussi, j'ai un mari qui a 13 ans de plus que moi, qui va avoir 72 ans cette année. Et ça fait 33 ans qu'on vit ensemble, qu'on est amoureux comme au premier jour. Et je mesure le temps qui passe et je me dis, c'est pas dans 20 ans que je vais encore faire des choses avec lui. Ou peut-être pas de la même manière. Donc clairement, tu vois, le temps qui nous reste, quel qu'il soit, j'ai vraiment envie de le vivre avec lui aussi. J'espère le rencontrer prochainement. Avec un Mireille, immense plaisir. encore mille merci. Bon, et puis moi je fais juste, tu permets? Oui, oui. Mouah, je vous aime, vous savez pas à quel point. Voilà. À bientôt. On est dans les...